que pour effectivement initier ces collaborations entre médecins et pharmaciens, est-ce qu'il y a, selon vous, Martial Fraisse, des résistances à vaincre? Bon, parce que on a tout, éventuellement, quand il s'agit de travailler autrement et de déléguer éventuellement certaines tâches ou de confier simplement des tâches à de nouveaux intervenants, certains peuvent imaginer que il y a une forme de spoliation, qu'on vient un peu les menacer sur leur territoire, même si ça n'est pas là des transferts de compétences ou des transferts de tâches, le simple débat autour des génériques a pu effectivement agacer parfois certains médecins qui disaient mais qu'est-ce que le pharmacien vient se mêler de ma prescription? Alors, comment est-ce que vous voyez effectivement, est-ce que c'est une réelle difficulté? Et puis sur le plan purement pratique, un pharmacien qui effectivement aujourd'hui voudrait travailler différemment, qui voudrait se rapprocher du médecin ou des médecins traitants avec lesquels il est en correspondance habituelle, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Quel type d'initiative doit-il prendre pour essayer effectivement d'aller plus loin dans ce parcours de soins? Alors, déjà pour répondre à la première question, les barrières étaient surtout culturelles. En réalité, on a toujours été habitué à fonctionner profession par profession en omettant que le patient est un tout, qu'il a une vie continue et que finalement, il n'est pas un diabétique que pour son endocrinologue, parfois même cancéreux pour son cancérologue et avec un syndrome main-pied simplement pour le soin de pharmacovigilance. Donc cette discontinuité du parcours du patient, il fallait la vaincre et vaincre également l'isolement culturel de chaque professionnel de santé autour du patient. On a bien une personne malade qui est sur un territoire et pour lequel une prise en charge globale par une équipe pluriprofessionnelle entraîne non seulement la sécurité, l'efficacité, ces deux mots qui revenaient souvent dedans la loi HPST, mais également une amélioration des pratiques de chacun des professionnels qui intervient sur cette personne malade. Alors, c'est vrai qu'on peut avoir des blocages. Des blocages pourquoi? Un, de pédagogie. La loi HPST, on en parle encore aux pharmaciens. Combien de pharmaciens comprennent réellement la plupart des articles qui les concernent? D'abord, il fallait les expliquer, savoir quand paraissaient les décrets d'application et savoir où intervient le pharmacien dans la prise en charge du patient. En réalité, les choses vont dans le bon sens. Le bon sens, je parle bien en terrien. Je suis originaire de la campagne, je parle bien en bon sens terrien, c'est-à-dire qu'on a un patient, il a des besoins, parfois qui peuvent être subjectifs, difficiles à définir, mais pour lesquels les professionnels de santé sont là pour pouvoir faire face à ses problèmes et à sa maladie. La prise en charge assurée en continuité va permettre de pouvoir, donc c'est sûr, le renseigner, l'informer par l'éducation thérapeutique du patient dans le cas des maladies chroniques. N'oublions pas que nous avons 13 millions de malades chroniques en France, que nous avons des comptes sociaux qui sont plus que dans le rouge, et que nous avons des médicaments, notamment pour les maladies, je dirais, les plus aiguës dans les chroniques, qui coûtent de plus en plus cher. Donc évidemment, tous les choix qui sont faits pour pouvoir prendre en charge ces patients dans ce type de maladie ne peuvent être faits qu'en sachant qu'il faut que le bénéfice pour le patient par rapport à cette prise en charge doit être optimal. Depuis la découverte, le diagnostic, évidemment médical, jusqu'au suivi de l'effet secondaire, c'est-à-dire la pharmacovigilance, qui pourra remonter vers les institutions concernées pour pouvoir améliorer encore l'utilisation des traitements, voire des actes associés. Donc on voit bien que actuellement, finalement, nous sommes dans l'explication de texte, dans l'appropriation de ces textes par les pharmaciens, dans les expérimentations au niveau des ARS pour pouvoir les décalquer à l'échelon national. Tout à l'heure, j'étais présent dans un débat qui concernait la coopération autour du patient cancéreux. Le travail de chaque professionnel de santé dans le cas d'un patient cancéreux peut couler de source, notamment pour le malade. Mais la difficulté qui intervient principalement, c'est que nous sommes seuls face aux patients, avec des moyens fort réduits de communiquer les uns avec les autres. Au niveau informatique, nous dépendons tous de logiciels qui sont fermés. Nous sommes dans la donnée de santé, donc dans la donnée sensible. Donc jusqu'ici, nous n'avions pas de moyen de pouvoir coordonner nos actions en toute sécurité par rapport
au patient. Peu à peu, les choses évoluent. Actuellement, il y a de gros chantiers, notamment, qui ont été lancés par le Premier ministre sur la donnée en général, la donnée informatique, et évidemment, dans ces données, la donnée de santé. L'ASIP crée des outils, notamment les messageries professionnelles qui vont pouvoir nous permettre de communiquer, que ce soit à l'hôpital ou en ville, de façon facile, et également les maisons de santé qui nous montrent l'exemple. Maison et pôle de santé. Je rappelle qu'un pôle de santé, c'est un exercice coordonné de professionnels qui ne sont pas sous le même toit, c'est-à-dire chacun travaille dans ses propres murs, mais dans ce pôle de santé, peut échanger des données, les données dont on a besoin pour la prise en charge au niveau du patient, c'est-à-dire pourquoi pas une créatinine, une fonction hépatique pour savoir si le traitement est bien approprié, et ainsi de suite, c'est-à-dire une valeur ajoutée. Et un pôle de santé n'est pas fait uniquement pour une zone déshéritée. On parle bien d'un pôle de santé, je suis dans un quartier en Île-de-France, dans lequel j'ai 8 médecins généralistes, j'ai 3 ophtalmos, 5 dentistes à proximité, je suis ce qu'on pourrait appeler pour beaucoup de mes confrères au paradis. Mais l'exercice coordonné, voire en coopération, voire en délégation, est fait pour obtenir une amélioration de la prise en charge et de son exercice professionnel. C'est synonyme de qualité, même dans son propre exercice. Les expérimentations qui sont faites, notamment en cancérologie ou en diabétologie, le prouvent. Donc franchement, je pense que tout le monde l'a compris, c'est l'avenir. Mais à condition, bien sûr, d'être formé, d'avoir les bons outils pour communiquer et de sécuriser le patient, que le patient puisse être informé de ce qui lui arrive entre tous ces professionnels qui interviennent autour de lui. Bon, alors, si j'ai bien compris, là aussi, on a une boîte à outils. C'est ça. Mais comment on la met en œuvre? Qui est-ce qui démarre? C'est le médecin, c'est le pharmacien? Comment vous vous rapprochez pour effectivement créer une dynamique vers ces coopérations interprofessionnelles? Le plus simple, c'est l'expérience que l'on peut en avoir. Et là, ce n'est pas l'ordinal qui vous parle, c'est le pharmacien. C'est savoir quel est le point commun. C'est le patient. Quand vous avez un patient qui arrive, il a une ordonnance avec un nom de médecin, que ce soit un spécialiste ou un médecin traitant. La première chose que l'on peut faire, déjà, c'est prendre contact et dire, voilà, vous avez un patient qui a une polypathologie, voire une pathologie grave. Est-ce que vous ne voulez pas qu'on s'intègre dans un protocole, un processus? Or, les protocoles pour lesquels ça paraît de l'hébreu pour la plupart des pharmaciens ou vraiment quelque chose d'étranger, mais non. Les protocoles, on peut les lire sur Internet, on peut voir des exemples, on peut voir les réseaux qui avaient déjà écrit des sources que l'on peut utiliser. Cela peut être facile. Ensuite, qui peut aider? Qui peut aider? Principalement les URPS. Dans toutes les agences régionales de santé, vous avez des URPS, pharmaciens, médecins, qui peuvent s'emparer de projets et vous aider à les rédiger pour pouvoir faire ces protocoles. Ensuite, si, franchement, vous êtes totalement isolé, c'est-à-dire que vous vous trouvez avec simplement le malade, le patient qui est avec vous, les quelques professionnels qui sont autour, vous avez encore l'ARS. L'ARS peut vous aider et ensuite vous donner les bonnes clés pour pouvoir faire votre travail. Parce que quelles sont les questions principales que veut poser l'ARS? Ensuite, la première, c'est qui le fait? Les différents professionnels de santé. Donc déjà, on les identifie. Ensuite, pour qui? Les patients en question. Où? Maintenant, on raisonne en termes géographiques, sur une aire géographique donnée. Ensuite, ce qu'on peut vous poser comme question, obligatoirement, c'est comment? Qu'est-ce que vous faites pour le patient? Ensuite, c'est comment est-ce que vous évaluez ce que vous faites pour le patient? Et ensuite, une fois que vous avez évalué, que vous êtes capable d'évaluer surtout, là, l'ARS vous dira, oui, finalement, votre projet peut être bon ou peut être amélioré, peut être mauvais. On peut avoir aussi des projets qui ne sont inadéquats par rapport à la population de malades. Mais principalement, voilà un peu la marche à suivre. Et ces expérimentations, ces projets, moi, j'en vois poindre de plus en plus en Île-de-France, puisque c'est ma région où j'exerce. Franchement, je les encourage parce que, les professionnels qui sont autour de ces malades se découvrent. Ils ont tous des problèmes. On a un problème commun, c'est le temps. Seulement, le temps, quelque part, c'est la chose qui manque le plus à un malade.
à nous aussi quelque part, mais un malade, c'est quelqu'un qui est dépendant. Et ne pas donner du temps à quelqu'un de dépendant, c'est quelque part l'ignorer. Et quelque part être laissé dans l'ignorance ou dans son cas malade, l'indifférence peut tuer. Donc quelque part, on a une valeur ajoutée à travailler ensemble par rapport au patient qui est presque indéfinissable, mais qui peut être évalué grâce à un protocole. C'est-à-dire que ce que l'on faisait simplement par souci de bien faire, en disant j'adhère à une bonne pratique, maintenant il faut l'évaluer pour pouvoir le reproduire. Les étudiants commencent déjà à faire leur cursus universitaire dans cet esprit. Les stages et certains enseignements se font de façon commune. Donc franchement, on ne peut qu'encourager cette prise en charge.